Morlaix se situe dans le nord-est du département du Finistère, sur la côte nord, au fond d'un aber long de 15 km. Le mont Aber est un mot celtique. Géographiquement, l'Aber est une vallée profonde, encaissée, creusée par un ancien fleuve côtier, noyé sous la mer à cause de l'élévation du niveau des océans. Rien à voir donc avec un fjord qui, lui, fut creusé par une érosion glaciaire. Cette situation comporte des avantages mais aussi des inconvénients. Premièrement, le fond d'un aber est une zone protégée face aux tempêtes, donc propice à une implantation très tôt dans l'histoire. Ce fut un oppidum gaulois, puis un castrum romain. L'activité de pêche fut importante. Deuxièmement, vu l'étroitesse de l'Aber au niveau de la ville, elle fut très tôt une ville-pont, soit un passage favorable à la construction d'un chemin à gué. Ce fut la même raison qui conduisit les ingénieurs à édifier au XIXe siècle le pont de chemin de fer passant au centre de la ville. Ce fut un gage de prospérité économique. Troisièmement, mais il y a également un élément très défavorable. Le site de Morlaix forme un entonnoir en raison de la confluence de deux cours d'eau drainant un bassin versant de 190 km², souvent très arrosé par la pluie, en face duquel s'opposent les marées montantes en particulier. Ce fut la cause de nombreuses inondations. Nous y reviendrons au cours de cette visite. Le faubourg ici de Saint-Martin-des-Champs, qui est une des paroisses aujourd'hui de Morlaix, avec celle de Saint-Mathieu et celle de Saint-Mélène. Voici la gare de Morlaix, 14 500 habitants, qui fut construite en même temps que le viaduc avec mise en service en 1865. Elle se trouve sur la ligne Paris-Brest. Nous nous rendons au centre de la ville qui se trouve 61 mètres plus bas que la gare. La localité eut une vie très riche dès l'an 1000 avec la construction d'un château, l'installation de nombreux moines provenant des abbayes voisines. Le XIIe siècle vit la lutte entre les seigneurs de Léon et les ducs de Bretagne au profit de ces derniers en fin de compte. Le XIIIe siècle connut la construction d'un couvent pour dominicains et la collégiale Notre-Dame-des-Murs. À la fin du XVe siècle, la duchesse Anne de Bretagne, instrument de la politique paternelle, joua un rôle clé dans l'histoire de France. Lors de ses deuxième et troisième mariages, elle devint reine de France, scellant le rapprochement Royaume de France-Bretagne. Elle resta cependant héritière du duché de Bretagne. Dès le XVIe siècle, les riches marchands morlaisiens, négociant en toile de lin, construisirent la Grand-Rue avec des maisons en pans de bois, encorbellement et façades étroites en raison du morcellement parcellaire. Élément typique, les escaliers à vis avec leurs galeries. Un certain nombre de ces immeubles sont encore présents de nos jours. Les autres ont été victimes de vandalisme, de guerre ou de destruction volontaire pour la construction du pont. Au XVIIIe siècle, Morlaix est aussi ville d'orfèvres. Au XXe siècle, la ville paya un lourd tribut à la guerre en raison de sa position stratégique. Nous arrivons au centre historique, toujours aussi en danger à cause des inondations qui concernent 350 logements, 700 habitants et une centaine de commerces. En 1974, le niveau des eaux avait presque atteint les 2 mètres. Les premières maisons à pans de bois. Alors le viaduc face à nous, voilà, l'hôtel de ville, un bâtiment des années 1830 sur la gauche, et naturellement, l'eau venait jusqu'ici. La rue que nous empruntons, c'est le cours d'eau du Jarlot. La rue qui se trouve de l'autre côté, c'est le cours d'eau de la Queuflet. Alors on a canalisé tout ça, on a géré tout ça, mais qu'est-ce qui se passe ici? Du coup, on a des inondations, régulièrement des inondations. Nous sommes sur la place des Otages, en amont du pont, et la place Charles de Gaulle en aval. Impossible de construire un parking souterrain à cause de la rivière en dessous. La borne nous indique les niveaux d'eau lors de la crue de 1995 et de 2000.
Autrefois, la rivière n'était pas couverte en face de ces entrepôts au rez-de-chaussée. Voici une autre borne qui nous indique aussi le niveau de 1974. Et là, c'est l'église Saint-Mélène. Alors, elle a été bombardée, cette église. Tout un espace côté donc nord-est a été reconstruit. Bon, après, c'est de la pierre ancienne quand même. Nous avons une belle tour avec cette petite tourelle engagée, cette petite tourelle d'escalier. Voici donc ce fameux pont construit en pierre sur 4 ans avec 2 puis bientôt 3 voies. C'est un ouvrage massif, probablement surdimensionné, mais qui va bien mieux résister que nos ponts en béton armé. En dessous passait la ligne des chemins de fer armoricains. Au fond de la place des Otages, l'hôtel de ville. Il est construit en pierre locale, comme je l'ai dit, et surtout, pour montrer l'opulence de la ville. Quand même, Morlaix, ça a été une ville très dynamique, au 19e siècle aussi. Et qu'est-ce qui crée la richesse de cette ville? Il y avait à peu près 2500 ouvrières qui travaillaient à la manufacture de tabac. Ces petits ruisseaux rappellent les 2 cours d'eau qui arrivent à Morlaix. Ce qui reste des anciens murs d'enceinte. Pour préserver de l'humidité la façade, un bardage avec l'ardoise bretonne, l'ardoise de pays. Ici, un joueur de cornemuse. Nous voilà au XVe et XVIe siècle. Grande rue. Elle est grande, hein? Très large. Alors, cette grande rue était la rue des Toiliers. Alors, le lin servait pour les toiles. On les embarquait aussi pour un commerce international. Donc, beaucoup de toiles de lin partaient de Morlaix. On les appelait les Creas Huelvas. On les a appelés comme ça, appellation espagnole, parce que les toiles de Morlaix partaient vers l'Espagne et le Portugal. Le pignon, c'est là-haut, ce toit pointu, un toit à pignon, c'est une toiture légère, une charpente légère qui permet d'être soutenue par une ossature légère, une ossature en bois. Alors, les matériaux comme le bois, le torchis, c'était des matériaux qui étaient facilement disponibles. On pouvait se construire une maison comme ça pour pas trop cher. Et puis quand on était riche, pour montrer qu'on était mieux que le commun des mortels, eh bien on rajoutait des sculptures. Si on était suffisamment riche pour avoir des vitraux, c'était bien parce que ça laissait passer la lumière, mais certaines ouvertures étaient bouchées par des volets de bois, ou par des cadres, on va dire, sur lesquels étaient tendus des pots filementanés, par exemple, vous pouvez mettre ça, peu importe. À l'étage, les propriétaires y vivaient, et parfois même, ils louaient aussi, pourquoi pas, des pièces. Alors, on avait le côté rue, et puis le côté cour. Il y a des grillages, des petits pics pour empêcher les pigeons de se poser. Vous voyez? Alors, on a bien les petites ouvertures, comme ça, les séries de petites ouvertures, qu'on appelle des jours. On n'appelait pas ça des fenêtres. Et quand c'était tout petit, comme en haut du pignon,
On appelait ça des jours de misère. Anne de Bretagne, cette duchesse de Bretagne et reine de France, elle n'a jamais séjourné dans cette maison. Elle est passée à Morlaix en 1505, donc sur un itinéraire qu'elle avait fait, notamment pour aller prier, faire ses prières des maisons en pont d'Alaise. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pont d'aller, aller, voilà. Alors, dans les maisons, ces maisons-là, c'est ce qu'on appelle des maisons manoriales. Il y a, quand vous rentrez, au milieu de la maison, une vaste salle. Souvent, sur côté rue, au rez-de-chaussée, zone marchande. Et puis, un espace à l'intérieur de la maison, très large, avec une vaste cheminée. Et là, regardez, on a des tours de cheminée, là. Encore d'autres images de cet escalier à vis qui soutient des ponts d'allée, d'où le terme pont d'Alaise, on pourrait aussi dire balcon intérieur, permettant de communiquer de l'avant à l'arrière de la maison. L'escalier est en chêne massif, desservant tous les étages sur 14 mètres de hauteur. Si c'est la Normandie qui compte le plus grand nombre de maisons à pans de bois, elles sont également fréquentes en Bretagne et en Alsace, ainsi Dinan, Rennes et Colmar, Strasbourg. Après la pierre au XIIe et XIIIe siècle, c'est le modèle qui va régner au XVe et XVIe siècle, peu à peu décrié à cause de l'insalubrité des rues étroites et les dangers d'incendie. La couverture de leur façade avec la chaux, dans le but de faire plus riche, va accélérer la pourriture du bois et forcer à revenir à la pierre. Sur la droite, vous avez cette bâtisse tout de suite à droite qui est l'office de tourisme, ancienne maison hôtel du négociant de Pénanol. Et ça faisait partie, cet hôtel-là par exemple, de tout le réseau des maisons à Lens. Maison à Lens, comme je vous ai montré, avec des structures sur pilotis en avancée sur ces maisons au-dessus de l'eau. Dès le 15 ou 16e siècle, le long du fleuve, à proximité de la ville, se construisent des maisons de Lens, sorte de bâtis sur pilotis avec un rez-de-chaussée servant de halle de stockage pour le commerce du port. En tous les cas, vers 1686, un document atteste que le commissaire royal accordait une dispense de taxes sur ces habitations en compensation des frais de construction. Aujourd'hui, une bonne partie de ces immeubles ont disparu, en particulier à cause de la construction du pont de chemin de fer. À partir d'ici, on retrouve le bassin du port. Regardez à gauche, vous voyez, le bassin du port de Morlaix. Alors comme je vous ai dit, on est au fond d'Annabert, donc on se trouve à 10 km de la Manche, de l'eau de la Manche. Alors sur la gauche, ce grand bâtiment que vous avez à gauche, c'est l'ancienne manufacture de tabac. Alors cette manufacture de tabac, elle avait été créée donc dans les années 1730. C'était la société Seita, puis Altadis, qui était à la tête de cette manufacture. Pour les bateaux de plaisance, en fonction de la dimension de votre bateau, le tarif annuel pour avoir une place ici, eh bien, c'est entre 700 euros et 2200 euros en fonction de la dimension du bateau. Et on peut accueillir des bateaux ici de plaisance qui font jusqu'à 17 mètres. Le port de Morlaix subit de grosses améliorations pendant 9 ans pour être enfin opérationnel en 1855. À part un élargissement du chenal à 30 mètres, on construisit une écluse avec sas de 60 mètres de long et un barrage solidement arrimé au rocher. Ce dispositif devait faciliter l'accès au port, quel que soit le niveau de la marée, et éviter l'ensablement, mais restait sans effet sur les risques d'inondation de la ville.
sail away.